Bonjour à tous et bienvenue sur l'ordinatologue. Dans cette vidéo, nous allons parler de la chose la plus importante dans un ordinateur. Le processeur. Non. La carte graphique. Non. L'alimentation. Ça pourrait, mais on va parler de carte mère. Ta mère toi-même. Pardon ? Tout d'abord, je voulais vous prévenir que je n'ai absolument aucune action chez Asus et que cette vidéo n'est pas une publicité. Il se trouve que je me suis monté un nouveau PC pour Noël et que j'ai voulu profiter de cette occasion pour vous faire le tour du propriétaire de la carte mère que j'ai utilisée dans ce PC. J'avais jeté mon dévolu sur une Asus Prime Z390A, donc vous verrez uniquement des images de celle-ci. Désolé à l'avance pour tous ceux qui sont anti-Asus. Pour ceux qui sont intéressés, je ferai peut-être une vidéo du montage du PC en lui-même sur la chaîne Gaming, auquel cas je vous mettrai un lien dans les descriptions ici, et probablement une fiche là-haut. Commençons par les bases. Le rôle d'une carte mère est multiple. Elle sert principalement de lien entre tous les éléments qui vont composer le PC. Le processeur bien sûr, mais aussi la mémoire, les entrées-sorties, clavier, souris, écran, mais aussi le stockage, disque dur, DVD. Mais aussi, on a tendance à l'oublier, de l'alimentation, car tous les éléments du PC vont avoir besoin de courant pour fonctionner. On s'en serait pas douté. Le rôle d'une alimentation est d'alimenter la carte mère ainsi que tous les périphériques embarqués, c'est-à-dire connectés directement sur celle-ci. Mais aussi les périphériques non embarqués, c'est-à-dire pas connectés sur la carte mère. Je pense en particulier au disque dur, au disque externe ou au lecteur de DVD, etc. Le courant ne passe alors pas par la carte mère et est distribué directement par un fil, par un connecteur spécial. D'ailleurs, sur les très bons blocs d'alimentation, un circuit est spécialement dédié pour les périphériques non embarqués. Revenons à la carte mère. L'alimentation va fournir à celle-ci trois tensions différentes. Le 3,3 volts, utilisé principalement par le chipset et la mémoire, et nous reviendrons sur l'affaire du chipset un peu plus tard. Le 5 volts, utilisé par la plupart des périphériques et aussi les ventilateurs. Et le 12 volts pour les pièces qui vont demander un peu de puissance, comme le processeur ou même les processeurs des cartes graphiques. Les trois tensions sont en général disponibles à tous les niveaux de la carte mère pour les cartes d'extension. Le bus PCI Express, par exemple, fournit directement sur ses connecteurs le 3,3 volts et le 12 volts, qui vient de la carte mère. Toutes ces tensions viennent de l'alimentation par un connecteur 20 à 24 broches défini par la norme ATX, que vous trouverez probablement ici. Non seulement ce connecteur fournit des tensions de base, comme on l'a dit, mais il permet aussi de faire communiquer la carte mère avec l'alimentation. Par ce connecteur, l'alimentation va par exemple fournir une tension de 5 volts constante de très faible intensité, même quand l'ordinateur est éteint. Ce qui va aussi vous permettre de démarrer l'ordinateur avec un simple bouton. Oui, et aussi d'économiser un peu la pile qui est utilisée pour stocker la date et divers settings que vous avez choisis dans votre carte. La pile que vous verrez ici. C'est bon à noter parce que si vous débranchez l'ordinateur ou vous arrêtez l'ordinateur au niveau du bloc d'alimentation, cette pile va s'user beaucoup plus que si vous laissez votre ordinateur branché. Il ne consommera que 2-3 watts. Le bloc d'alimentation va aussi se servir de ce connecteur pour envoyer un signal quand il est prêt à fournir un 12 volts stable pour le processeur ou les cartes graphiques. De son côté, la carte mère va pouvoir utiliser ce connecteur pour indiquer au bloc d'alimentation s'il doit s'allumer ou s'éteindre. Un autre connecteur permet de fournir à la carte mère du 12 volts directement depuis le bloc d'alimentation, suivant un connecteur de 4 ou 8 broches. Ce connecteur est super important. Les processeurs récents, récents moins de 20 ans, c'est ça ? Les processeurs récents, donc, sont capables de fonctionner sur des tensions variables afin d'économiser du courant. Si le processeur n'est pas trop chargé, il va pouvoir réduire sa fréquence et avoir besoin de tensions plus faibles. C'est la carte mère qui va être chargée de la régulation de cette tension par l'intermédiaire des MOSFET. C'est quoi, MOSFET ? Un MOSFET, c'est un transistor à effet de champ à grille. Merci beaucoup. En gros, c'est un bouton on-off, non instantané, donc avec un temps entre les états, de passage de on à off et de off à on, et une transition non linéaire entre les deux. Ouais. Utilisés intelligemment, ils permettent de réguler une tension au millivolt près. C'est ce que fait la carte mère en les alimentant directement en plus 12 volts. Ça chauffe pas trop ? Si,
C'est pour ça qu'ici, ils sont protégés par un radiateur pour dissiper la chaleur. D'ailleurs, si vous prévoyez d'acheter une carte mère, les MOSFET sont ce que les constructeurs appellent les phases d'alimentation. Plus il y a de phases, plus il est normalement possible de réguler une tension avec une forte intensité sans trop suer. Et ils ont intérêt à être bons, ces MOSFET, car s'il y en a un qui grille, l'ordinateur ne marchera plus. D'où l'intérêt de prendre des cartes mères pas trop de bas de gamme. Au milieu de la carte, enfin un peu vers le haut, vous trouverez le ou les, s'il y en a plusieurs, sockets. Le socket, c'est l'emplacement du processeur. Il détermine le rôle, la position et le nombre de toutes les connexions entre le processeur et la carte mère. Par exemple, un socket LGA 1151, ou encore appelé socket H4, comme sur la carte ici, est destiné au processeur Intel Skylake. La carte ne pourra donc utiliser que des processeurs de ce type. La carte mère se charge donc de l'alimentation complexe du processeur, on l'a déjà vu. Mais elle va aussi implémenter tous les bus qui permettent de relier le processeur aux autres éléments. Si le mot bus ne vous parle pas trop, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les bus, ici, puis je vous le mettrai aussi en dessous. Le processeur intègre désormais ce qu'on appelait le North Bridge sur les vieux ordinateurs, c'est-à-dire la partie du chipset qui s'occupe de tout ce qui est communication rapide. Le principal rôle du North Bridge est la gestion de la mémoire, qui est reliée au processeur par un bus dont on devine ici les marques. Ce bus est très large, 64 bits de données, autant d'adressage, des bits de contrôle, d'où l'arrivée aux connecteurs de mémoire qui sont de 288 broches, ici. Il gère aussi un bus PCI Express de 16 lignes, dont on voit ici les traits, qui vont au connecteur PCI Express d'extension, que ce soit les 3 de 1 ligne ou les 3 de 16 lignes. Mais ce n'est pas tout. Au cas où le processeur embarquerait un chipset graphique, il y a un lien directement entre le processeur et le connecteur HDMI ou DisplayPort qui se situe à l'arrière de la carte mère. Et enfin, un bus DMI, en tout cas chez Intel, qui relie le processeur au South Bridge, la partie du chipset qui est encore sur la carte mère et qui s'occupe des connexions lentes et que vous voyez ici, refroidi sous un radiateur. Tout cela explique les 1151 broches du socket LGA 1151. Tiens, pour une fois, les marketeuses sont pas foulées. Ou à moins que le nom n'ait été choisi que par des ingénieurs. C'est pas faux. Partons du South Bridge. Celui-ci va fournir des fonctions additionnelles. Et dans le cas du Z390, des lignes PCI Express 3.0 additionnelles, en l'occurrence 24. Il va aussi fournir 6 connecteurs Serial ATA pour des disques durs ou des lecteurs optiques, qu'on va voir ici. Et en plus, 2 connecteurs M2 pour des disques durs SSD dans le format interne, qu'on voit ici et là. Il va aussi fournir du réseau, qui va être accessible depuis l'arrière de la carte mère, ou encore de l'USB, en l'occurrence ici 10 lignes USB 3 et 14 lignes USB 2, donc vous verrez les connecteurs ici et là. Souvent la carte mère ajoute des fonctions additionnelles par l'intermédiaire d'autres chipsets, par exemple d'autres connecteurs Serial ATA, ou encore du réseau additionnel, ou un Wi-Fi, ou du Bluetooth. Ou dans notre cas présent, l'intégration du water cooling, refroidissement par eau, qui ne m'intéresse pas, ou la gestion de LED RGB additionnelles qui scintillent et qui ne servent strictement à rien. Si, elles servent à faire joli. Ouais, chacun ses goûts. Dans tous les cas, la carte mère embarque en général un chipset audio. En l'occurrence ici, un Realtek, dont on retrouvera les connecteurs en face arrière. Outre le socket, ici, et l'alimentation dont nous avons déjà parlé, ici et là, nous avons donc les barrettes mémoire, là, les connecteurs disque dur, ici, et encore là pour les connecteurs disque dur internes. Voyons ce que la carte propose comme connecteur. Principalement, il s'agira de connecter la carte mère au boîtier et à son environnement. D'abord, il va falloir refroidir toute cette usine à gaz. Ouais, alors, plutôt électrique l'usine. Merci de cette précision. Nous avons donc des connecteurs de ventilateurs, d'abord pour le processeur, ici, ou encore pour le châssis ou boîtier, là, là ou encore là. Dans tous les cas, ces connecteurs sont composés de 3 ou 4 broches. 2 broches d'alimentation, une broche qui permet au ventilateur de dire à quelle vitesse il tourne, et une 4e broche qui permet à la carte mère de contrôler le ventilateur. Ce qui permet à la carte mère d'avoir un contrôle total et une surveillance complète des ventilateurs du boîtier. Sur la carte, nous allons retrouver tout un tas de connecteurs qui permettent de relier les prises USB du boîtier. Un connecteur audio pour relier la prise casque et la prise micro. Un connecteur série classique, qu'on appelle COM. Oula, c'est encore utilisé ça? Ça peut. Un autre connecteur inutile pour relier éventuellement d'autres LED RGB du boîtier.
Chacun ses choix. Un autre connecteur pour relier un panneau frontal d'affichage optionnel. Un connecteur TPM permettant éventuellement de relier des périphériques de sécurité comme un lecteur d'empreintes digitales. Et aussi un joli connecteur appelé le connecteur système qui permet de relier tous les boutons importants du boîtier. Le bouton on-off, le bouton reset, la LED d'allumage, la LED du disque dur, éventuellement un speaker pour avoir des petits bips, et puis aussi un autre bouton qui permet de savoir si le châssis est ouvert et de lancer une alerte. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et l'arrière? Ah oui, j'oubliais. La Normatix prévoit à l'arrière un panneau de taille fixe. Les cartes mères peuvent utiliser cet espace comme bon leur semble pour d'autres prises et d'autres connexions. Elles fournissent alors un cache qui permet de combler l'espace vide dans le boîtier. Regardons ce panneau arrière donc. On distingue d'abord une prise PS2 avec 2 prises USB permettant de relier la souris et le clavier. Puis un port USB 3 et un USB-C juste en dessous. Ensuite, le HDMI et le DisplayPort qui viennent directement du processeur, si celui-ci est équipé d'une puce graphique. 2 ports USB 3 à nouveau, un port RJ45 pour le réseau et Ethernet, suivi de 2 ports USB 3 à nouveau. Puis vient la partie audio, reliée directement au chipset Realtek dont nous avons parlé tout à l'heure. Équipé de 5 prises jack, dont 4 ont utilisé pour avoir du 7 haut-parleurs et un subwoofer, et une pour une entrée ligne optionnelle. Et bien entendu, la sortie optique digitale. Voilà, on a bien fait le tour du propriétaire, je crois. Pour résumer, la carte mère est l'élément central de l'ordinateur. C'est elle qui va décider de quel processeur et de quel type de mémoire vous pourrez utiliser, mais c'est aussi elle qui va gérer l'alimentation, et ainsi que la plupart des cartes d'extension. C'est aussi elle qui va se charger de lancer sur le processeur le programme qui va vous permettre d'utiliser le système d'exploitation de votre choix. Pour ce faire, la carte mère va demander au processeur, par l'intermédiaire du chipset, de démarrer un petit bout de code qui s'appelle le BIOS. Le rôle du BIOS est non seulement d'initialiser tout ce petit monde, mais aussi de gérer une partie des entrées-sorties, en particulier le stockage. C'est lui qui va permettre de lancer le petit bout de code de démarrage nécessaire à Windows, Linux ou macOS à partir d'un disque dur. De ce fait, la majorité des cartes mères proposent des mises à jour régulières du BIOS. Entre correction de bugs, support de nouveaux matériels ou support de nouveaux softwares et de nouveaux systèmes d'exploitation, cette mise à jour est recommandée, mais elle n'est pas forcément utile si votre hardware fonctionne bien. Les BIOS actuels sont appelés UEFI, pour Unified Extensible Firmware Interface, qui hérite directement du BIOS propriétaire d'Intel qui s'appelait EFI. Son interface est graphique, mais ne vous l'aurez pas, vous n'aurez pas de grande performance, mais au moins le minimum auquel on puisse s'attendre en 2019. Et c'est déjà bien plus agréable à regarder qu'un BIOS textuel. Voilà, vous savez tout ou presque sur la carte mère et ses fonctionnalités. Je ne vous donnerai pas de conseils d'achat sur les cartes mères, tant le domaine change fréquemment et rapidement. Toutefois, je vous conseillerais vraiment de choisir des cartes mères pas trop bon marché, en particulier au niveau de l'alimentation, qui est primordial dans un ordinateur. Et sinon, pour le reste, faites fi des gadgets complètement inutiles, sauf si vous n'avez vraiment pas le choix, comme c'était mon cas. En attendant, je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite surtout de rester curieux de tout, et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, et surtout partagez-la au maximum, c'est le seul moyen que la chaîne a de se faire connaître, et ça serait super sympa de votre part, et bon, éventuellement abonnez-vous, comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Merci à tous, et à bientôt.